Le mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Farid, attention, El Machaoud. Alors, nous avons déjà tourné un épisode dans le passé. Aujourd'hui, on va partir sur un tout nouveau sujet. Mais avant de commencer, je vais laisser Farid se présenter comme il se doit. Chose que j'adore. Je préfère que tu te présentes dans ce Oui, cas-ci. évidemment. Je ne serai pas objectif. Farid El Machaoud, la question. Qui es-tu, Farid? Farid El Machaoud, père de 4 enfants, recruteur, belge, d'origine marocaine, l'un des fondateurs de Gentis et fondateur aussi de Weekly. Ok, alors on ne présente plus Gentis, mais rappelle-moi, qu'est-ce que Weekly? On ne présente plus Weekly non plus, mais on va quand même la présenter. Rappelle-moi un petit peu. Weekly est une plateforme qui permet aux sociétés et aux cabinets de recrutement de pouvoir recruter les talents, de pouvoir gérer leurs fournisseurs et de pouvoir maîtriser l'ensemble du processus de A à Z sur une et unique seule plateforme. Ok, alors Farid, si je me souviens bien, tu as quand même une quinzaine d'années d'expérience dans le recrutement. Ouais. Pourquoi vouloir absolument digitaliser, créer une plateforme? Quel est l'intérêt de tout ça? En 2014-2015, on avait fait ce qu'on appelle un point concernant notre business continuity et qu'est-ce qui pourrait disrupter notre business chez Gentis. Plusieurs idées étaient sur la table. L'une d'elles était la digitalisation et l'impact de la digitalisation sur le métier du recruteur, sur le métier de recrutement et forcément donc sur les cabinets de recrutement. Dans ce cadre-là, on a décidé de commencer et d'investir et d'investiguer cette digitalisation, comment elle peut se faire au mieux, préférant nous-mêmes avoir un impact sur ce domaine-là, de maîtriser cette partie-là pour bien évidemment savoir à l'avance ce qui pourrait arriver au cabinet de recrutement. Ok, alors avant de parler futur, parlons un petit peu passé. Quelles sont les grandes différences que tu as pu noter entre 2007 où tu commences le recrutement et 2024 dans le métier du recruteur? Puisque si on reprend nos ancêtres du recrutement, qui envoyaient des CV par la poste, qui n'ont pas connu les réseaux sociaux, toi, quelles sont vraiment les grandes tendances que tu as vues au cours des dernières années? Alors, premièrement, quand j'ai commencé en 2007, c'était le début de LinkedIn. Exact. Beaucoup de candidats avec qui on parlait, ou même des clients avec qui on parlait quand on leur disait LinkedIn, c'était LinkedIn quoi. Donc, il fallait introduire LinkedIn, ce que c'était LinkedIn. Ce qui veut donc dire que le sourcing était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. L'accès à la data était compliqué et donc il fallait chercher sur le net, il fallait chercher sur les job boards, sur des listings. Bah, on a encore connu les pages jaunes et les pages blanches. Les pages jaunes et les pages blanches, oui, tout à fait. Donc, passer sur toute cette... Mais là, c'était déjà le début de la digitalisation, justement, de ces pages jaunes et pages blanches. Donc, ça, déjà, ça, c'est un. Donc, le sourcing était complètement différent. Deuxièmement, en tant que recruteur, l'une des qualités phares, c'était, tout ce qui était relationship building, création des relations. C'était tout ce qui était réseautage et la partie commerciale qui était très, très, très fort nécessaire à ce moment-là. Donc ça, c'est la première partie, donc quand on commence, 2007. 2008 arrivent les subprimes, qui donnent une grosse claque au milieu du recrutement, des recruteurs qui réussissent, d'autres recruteurs qui ont plus de mal. J'étais dans ceux qui avaient le plus de mal. Et j'étais dans ceux qui... Voilà, donc c'est bien. Donc, dans ce cadre-là, on voit une évolution qui va vers la digitalisation, une accélération dans ce domaine, avec LinkedIn qui boom, les réseaux sociaux qui commencent à être beaucoup plus importants. On voit aussi que le métier du recruteur, là je parle de la Belgique et je parle pas d'Angleterre, mais donc si je parle du Benelux, à ce moment-là, il n'y avait plus besoin d'expliquer sa valeur ajoutée en tant que recruteur, dans la mesure où il y avait une énorme problématique, où il y avait beaucoup plus de jobs qu'il y avait des candidats, donc il y a un switch total. Dès qu'on avait le bon candidat, on arrivait à le placer chez les clients. Donc on passe d'une phase où le client doit vouloir travailler avec toi en tant que recruteur à que le client ait envie ou pas envie. Si on a le bon produit dans le recrutement étant le candidat, nous avons un contrat et le candidat est placé. Arrive bien évidemment, si on regarde les dernières années, l'accélération du recrutement continue. Les réseaux prennent de plus en plus d'espace. LinkedIn devient un monstre incontournable dans le métier et dans le domaine, et arrive bien évidemment après l'intelligence artificielle, qui chamboule en fait tout ce domaine du recrutement, tout en sachant que
Si on regarde de 2007 jusqu'à 2020, l'évolution, il y avait une accélération dans la digitalisation, mais le métier en lui-même ne changeait pas beaucoup. Depuis l'arrivée de l'IA, on voit et on pense que bien évidemment, ça va avoir un impact énorme sur le travail du recruteur. Et est-ce que tu sens que, parce que là donc tu parles du côté recruteur, est-ce que tu sens que du côté client, donc les entreprises qui travaillent avec des agences de recrutement ou avec des recruteurs, quelles sont leurs attentes? Est-ce que leurs attentes ont changé au fil des années envers les recruteurs et quelles sont-elles devenues? Tout d'abord, une des choses qui a changé aussi énormément, c'est quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de recruteurs internes. Le recruteur était un poste qui était en fait joué par le RH, donc il faisait du recrutement. On fait du RH, on fait du recrutement, on n'arrive pas à se focaliser sur la partie sourcing, donc on outsource. Arrive un moment où le nombre d'agences de recrutement qui a nettement augmenté crée et forme des recruteurs qui passent, eux, de l'autre côté de la barrière et qui deviennent donc des recruteurs internes, avec une maîtrise d'outils, une expertise et avec qui ont bien évidemment un regard un peu plus critique sur les recruteurs et sur leurs attentes vis-à-vis des recruteurs. Les attentes vis-à-vis des recruteurs ont bien évidemment changé. Et donc, ce qu'on attend du recruteur, c'est d'être un porte-étendard de la partie branding. Donc, il me représente. Donc, il doit savoir qui je suis, qu'est-ce que je représente en tant que société, c'est quoi mes USP et comment je me présente vis-à-vis de l'ensemble de mes futurs employés. Ça, c'est un. Et donc, nous regardons plus la qualité du travail du recruteur. On ne regarde plus juste l'outcome, mais aussi comment ils traitent les candidats. Deuxièmement, on commence à regarder dans la qualité. Ce n'est pas, on entendait beaucoup, oui, on n'attend pas juste que vous mettez une annonce et que vous m'envoyez les candidats qui correspondent. Car les annonces, on les met aussi. Et donc, il commence à y avoir une équipe interne et une équipe externe qui sont les cabinets de recrutement qui travaillent quasi de la même manière. Ça devient juste une question d'expertise et de temps et de rapidité qui fait qu'une agence puisse présenter des candidats à son client au bon moment, au bon timing. Le travail aussi, c'est-à-dire je ne veux plus recevoir 20 CV. Au début, on pouvait envoyer 15-20 CV, le client était content. C'était le nombre qui regardait. On est arrivé aujourd'hui à un stade où, comme chez Gentis, où on dit voilà 5, 3, 1, j'envoie 5 candidats, 3 passent en entretien, 1 est recruté. Donc on regarde plus le ratio de qualité et donc le travail de qualité du recruteur. Exact. Donc, je vais te poser une question toute simple. Farid, est-ce que les agences de recrutement vont disparaître? Attention, spoiler alerte. Les agences vont-elles disparaître ou pas? Je pense que je ne peux pas donner une réponse oui ou non là-dessus, mais ce que je suis convaincu, c'est que les cabinets de recrutement tels qu'ils existent aujourd'hui n'existeront plus dans les 5 à 10 ans. Très court, très court. Très court. Accrochons-nous. Et en disant 5 à 10 ans, je pense que je prends le temps, je pense que ça pourrait même arriver beaucoup plus vite. Ah oui, ok. Allez, voilà, écoute, retraite anticipée pour Steph, c'est parfait, c'est des bonnes nouvelles. Non, je dirais pas une retraite, pas assez vite, pas aussi vite. Donc je dis les cabinets de recrutement tels qu'ils existent aujourd'hui, oui. Les recruteurs tels qu'ils travaillent aujourd'hui. Ça va changer. Quand on regarde les 3 piliers sur lesquels un recruteur travaille, la première, la partie sourcing, la deuxième, la partie gestion du processus, et la troisième, la partie closing. Closing, faire en sorte que l'offre, donc gérer les attentes, que ce soit du client ou du candidat, afin qu'ils arrivent à une entente par rapport à un contrat, à une contractualisation. Le premier pilier, qui est le pilier du sourcing, ce pilier est chronophage. Il prend énormément de temps. L'IA va avoir un impact énorme là-dessus et ça va devenir beaucoup plus rapide. Le deuxième pilier, qui est la gestion des agendas, est une chose qui va disparaître très rapidement. Reste la troisième partie. Donc, négociation closing, que je peux ramener vers la première, parce que la première, si c'est juste du sourcing, trouver le bon candidat, etc., ça, c'est l'IA, ça va être très vite. Par contre, convaincre le candidat, présenter au candidat une société, tout ce qui est en fait lié à la partie humaine et la partie contact, force de proposition, force de conviction, ça ne va pas changer. Donc, le recruteur order taker, comme on les appelle, je reçois une demande, je fais une recherche, j'envoie le CV de tous les candidats actifs, ça va disparaître. Ça disparaît. Les sociétés ou les clients des cabinets de recrutement auront des outils performants qui vont leur permettre de pouvoir faire ce travail. Des outils comme Weekly. Des outils comme Weekly qui vont leur permettre de faire ce travail. Par contre, en tant que société, quand je dois recruter beaucoup de personnes, je représente bien évidemment juste la société pour laquelle je travaille. Je ne représente pas une panoplie de sociétés. Et c'est là où le recruteur va avoir un rôle important.
Quand il parle avec un candidat, il va aller creuser, comprendre ses besoins, comprendre qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les projets qu'il veut faire, typologie de projet, endroit, comment il veut être traité, pour quelle typologie de personne il veut travailler, quel est l'environnement dans lequel il a envie d'évoluer. En faisant ce travail, il va être capable de pouvoir présenter une série de sociétés. Même si ces sociétés même ont parlé avec ce candidat, il se peut qu'ils ne sont pas arrivés à le convaincre. Mais en faisant tout un chemin, c'est là où va être la force du recruteur qui travaille pour une série de sociétés. Tu as déjà donné plusieurs éléments, mais à quoi ressemble le recruteur de demain? En fonction, évidemment, en incluant ces 3 piliers, mais à quoi il ressemble? Il ressemble à un networker hors pair. Importance du réseautage. Importance du réseautage. Donc on revient au début. Donc c'est au début, c'est-à-dire il y a 15-20 ans, il y a 20 ans, donc le réseau était très important. La partie commerciale devient très très important. Nouer des relations. Nouer des relations, force de proposition, force de conviction. Connexion humaine. Donc tout ce qui est lié à la connexion humaine, c'est ça le recruteur de demain. Alors on va me dire, ouais mais le recruteur d'aujourd'hui, à quoi il ressemble alors s'il ne fait pas cette connexion humaine? C'était ma prochaine question. Voilà, donc qui est tout à fait logique. Aujourd'hui le recrutement, donc je ne vais pas généraliser, mais énormément de recruteurs sont des recruteurs, comme je disais, donc des order takers, qui font du matching, mode contrôle F. Je reçois une demande, je regarde le candidat, je qualifie le candidat d'une manière assez binaire ou linéaire ou simpliste. Je ne creuse pas, je ne m'intéresse pas à ses attentes, ses besoins, etc. Je veux juste en fait savoir, mais ça l'IA sait le faire. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de pouvoir même faire l'appel et faire la qualification complète d'un candidat avec l'IA. Donc ça, il n'y a pas besoin d'un être humain là-dedans. Ce qu'il y a besoin, c'est d'aller creuser. Ce qu'il y a besoin, c'est ce lien, de faire le lien entre, tiens, c'était ça votre réponse à telle question, là vous me répondez ça, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer parce que ça m'a l'air un peu... Et donc, c'est de creuser dans les réponses, mieux cerner, mieux comprendre les nuances, amener la personne donc comprendre l'histoire du candidat et amener le candidat dans l'histoire du client. Ça, c'est important et ce n'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui par beaucoup de recruteurs. Réseautage, agilité, curiosité, écoute, intelligence émotionnelle. Quels sont pour toi, ou d'autres, quels sont pour toi les 3 soft skills que tout recruteur de demain devra avoir? Curiosité, intelligence émotionnelle, très tech-savvy. Tech-savvy, donc maîtriser les outils technologiques. Alors, j'en viens à ma question, parce que justement, on va commencer à entamer le sujet. Est-ce que les recruteurs demain seront remplacés par l'IA? Donc, tu disais il y a quelques minutes qu'effectivement, aujourd'hui, il y aurait toute une série d'outils à la portée des entreprises, à la portée des recruteurs, liés à l'IA. À la portée des candidats aussi. À la portée des candidats qui pourraient remplacer potentiellement le métier du recrutement. Une partie. Une partie du métier de recrutement. Je voudrais commencer par te poser une question très simple. D'après toi, en pourcentage... Très simple. Juste un chiffre. Pourcentage. Combien de personnes savent vraiment utiliser ChatGPT? Pourcentage, simple. Mais savent vraiment l'utiliser. Utiliser des prompts, voilà, pas juste dire comment faire une soupe aux tomates. Quoi, tu vois. Je n'ai pas de chiffres comme ça, parce que je n'ai pas fait des recherches là-dessus. Donc, pour pouvoir savoir dire combien de recruteurs savent l'utiliser, tu m'en parles tout le temps. Tu m'en parles tout le temps, off. Ok, donc maintenant on va balancer un peu ici. Allez, hop. Bon, la majorité ne savent pas utiliser les outils. Donc, mais je parle des entreprises aussi, des candidats. Donc, de manière générale, la population, combien de pourcents, à ton avis, c'est vraiment utiliser ChatGPT? Donc là, on parle actuellement et pas le futur. Mais donc, si on parle actuellement, la majorité ne savent pas l'utiliser. Mais il y a de plus en plus de personnes qui savent l'utiliser dans la mesure où il y a de plus en plus de formations, des recruteurs, formateurs spécialisés en ChatGPT. ChatGPT, c'est un des outils. C'est un des outils. C'est un des outils. Mais dans le futur, si on regarde, les enfants aujourd'hui, si je regarde mes enfants, entre 10 et 12 ans, ils connaissent déjà ChatGPT. Ils utilisent déjà ChatGPT. C'est leur Google. Donc ils savent directement comment l'utiliser. Ils savent comment travailler avec. Et donc, cette génération qui va arriver sur le marché de l'emploi, il y aura certainement des gens qui seront passionnés par le recrutement, qui vont devenir recruteurs. Ces gens-là, ces outils, ils sont nés avec. Donc, ça va être donc, ils vont maîtriser cela. Ok, ils vont savoir utiliser. Mais on parlait quand même
d'un court terme. Il y a quelques minutes, on disait les agences de recrutement, les métiers vont quand même changer et très rapidement, vont évoluer de différentes manières. Oui, mais c'est parce que les outils qui sont mis sur le marché, c'est eux qui vont permettre de faire les prompts. Donc, c'est-à-dire que même le prompt, il n'est plus fait par le recruteur. Donc, quand on parle de je lance un job. Au jour d'aujourd'hui, je dois créer la vacancy, donc je dois créer le descriptif de poste. Je reçois un descriptif de poste générique. On ne fait pas une différenciation entre un descriptif de poste et une annonce, d'accord? Mais tout ça, les outils le permettent à ce qu'on met juste le titre du job, et c'est cet outil-là qui va générer le descriptif de poste. Ou en tout cas l'annonce. Donc la différence entre job ad, job description. Quelle est la différence entre job ad et job description? Je fais une parenthèse. Quand je donne un exemple, je donne toujours l'exemple d'iPhone. L'iPhone, il n'est pas en train de nous donner les spécificités techniques de l'appareil. Ah non, j'en ai aucune idée. Mais il nous donne envie de l'acheter. Il nous montre ce qu'on peut faire avec. Donc l'impact que ça a sur nous. Donc c'est le bénéfice. Donc pour les recruteurs, il y a les features, il y a l'avantage, il y a le bénéfice. Il nous parle tout le temps des bénéfices. Il ne parle pas et par la suite les avantages. Et par la suite, si on est intéressé, il y a des sites web qui, eux, ont été analysés les features. C'est la même chose dans un job. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que j'ai envie que des gens postulent. C'est une annonce. J'ai envie de les amener vers moi. Donc, je dois leur expliquer qui je suis, ce que je fais, mais ce que je fais et ce que ça veut dire pour leur carrière, ce que ça veut dire pour leur vie au jour le jour, au sein du bureau, en dehors du bureau, etc. Donc, si demain, tu engages quelqu'un chez Weekly, oui. Tu lui racontes quoi? Sur Weekly? Bah oui. Ce que je lui raconte... Tu vas pas lui raconter des features? Non. Donc, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? En tant que candidat. Donc, tu fais une description de poste. Tu viens d'expliquer toute l'importance de tout ce qu'il fallait inclure dans les descriptions de poste. Expliquer tout ce qu'iPhone faisait, personne n'était intéressé, mais que c'était vraiment l'histoire, les bénéfices. Mm-hmm. Quels sont les bénéfices de Weekly? Quand c'est un candidat qui vient pour un poste chez Weekly, on lui raconte l'impact que nous voulons avoir sur le marché de l'emploi. Et quel est cet impact? L'impact qui est de donner et de rendre facile le processus de recherche de candidats, mais à l'inverse aussi, le processus du candidat pour trouver l'emploi qui lui correspond à 100%. Ce que nous voulons, c'est des gens qui se réveillent chaque matin heureux d'aller à leur travail. D'un autre côté, ce que nous attendons, ou ce que nous proposons aussi, ou ce qu'on leur explique, c'est que les sociétés, que eux, ils aient des candidats qui sont des employés ou des indépendants engagés, qui sont investis dans la société. C'est ça l'impact que nous voulons avoir. Génial. Donc, job description, ok, donc ça c'est un des autres outils importants aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que donc il y a quelques minutes, je vais revenir en arrière, tu expliques que les enfants d'aujourd'hui sont forcément les utilisateurs de demain de l'IA, mais aujourd'hui, ceux à qui tu présentes Weekly ou ceux qui commencent à utiliser Weekly, ce sont des personnes, on va dire, comme toi et moi, qui n'ont pas baigné dans la technologie, qui ont connu les pages jaunes et les pages blanches. Est-ce que tu rencontres des freins par rapport à l'utilisation de tous ces nouveaux outils révolutionnaires? Bien évidemment, le fait de travailler sur la tech, ça me permet d'avoir des discussions différentes avec des CEO, avec des directions ressources humaines, etc. Et même les directions des achats. On me parle plus de leur processus et de leur fonctionnement interne. Et je suis toujours très étonné par la non-digitalisation dans beaucoup de boîtes. Oui, parce que tu disais qu'il fallait absolument être tech-savvy dans le futur. Oui. Mais si on regarde la réalité d'aujourd'hui, de nouveau, la plupart des gens sont quand même pas du tout tech-savvy. La tech, c'est un mot à la mode, ça donne envie. Mais en réalité, commencer à utiliser tous ces outils, une fois que tu es derrière ton ordi, tu peux être un peu perdu. Ou réfractaire. Je pense que les outils, donc il y a les outils, le legacy, qui sont très lents, très compliqués à comprendre, pas faciles d'utilisation. Quand on met des outils pareils en face d'un utilisateur, il n'a pas envie de l'utiliser. Il n'a pas envie de travailler dessus, ça rame, c'est trop lent, il sait pas, ça n'a pas un impact positif sur son travail. Tu as un exemple de, par exemple, quelque chose qui n'est pas facile d'utilisation? À quoi on reconnaît ça? On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça? On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est ça. On ne sait pas sur quel bouton appuyer, c'est
ou Non, c'est même on ne sait pas comment l'utiliser. C'est-à-dire que c'est durant l'implémentation, le processus n'a pas été implémenté de la bonne manière. Donc généralement, ce n'est même pas le problème de l'outil. C'est un problème le processus n'ont pas été dessinés, définis de la bonne manière. Et donc par la suite, parce que ça a été défini par une personne qui ne va pas utiliser l'outil. Et donc la personne qui va commencer à utiliser l'outil, que ce soit, ok, non, mais en fait maintenant, ce que je veux faire, par exemple, la création d'une vacancy, mais il ne faut pas que ça me prenne 5 minutes. Il y a des créations de vacancy qui prennent 12 étapes. Dans certains systèmes. 12 étapes, c'est énorme. L'utilisateur, ce qu'il a envie, c'est il a créé le job ad ou le job description, il veut l'uploader, ça lui donne la vacancy et il est parti. Est-ce que tu penses que, pour faire miroir à ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'une boîte qui n'a jamais, on va dire, des fondateurs qui n'ont jamais travaillé dans le recrutement, qui sont uniquement dans la tech, peuvent-ils créer un outil pour le recrutement? Il y en a beaucoup et justement, nous, c'est comme ça qu'on se présente sur le marché. C'est un outil pour les recruteurs, créé par les recruteurs. À quoi tu vois les majeures différences? C'est comme tu expliquais à l'instant, la non-compréhension du processus, dans ce cas-ci par exemple d'entretien, de planification d'agenda. Non, je pense que la planification d'agenda, ça c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre pour tout le monde. La différence, c'est la différence quand un outil a été créé par des recruteurs ou non par des recruteurs, et donc c'est le feedback que nous recevons, c'est que quand on commence à l'utiliser, c'est que l'outil il nous permet d'aller plus vite, c'est que l'outil nous facilite vraiment notre vie. Quand je clique sur quelque chose, il fait ce que j'attends à ce qu'il fait. On comprend les vraies problématiques de recruteur, les choses qui sont, un, frustrantes, deux, les choses que le recruteur n'aime pas faire. Le coding, par exemple, alors que c'est quelque chose qui est très important, que ce soit dans le milieu du donc sales. Le coding, pour les non-initiés, c'est quoi? C'est quand en fait, on utilise une nomenclature pour codifier un candidat. Donc, par exemple, oui. Donc, des mots-clés. Des mots-clés. Donc, c'est des mots-clés. Je suis Java développeur, habitant à Bruxelles, bilingue français-néerlandais. Tu vas me mettre une série de codes. Afin que quand j'ai une opportunité ou j'ai un job qui est ouvert, je puisse très rapidement le retrouver. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre pour tout le monde. Mais c'est le même challenge que pour les gens qui créent des CRM. Le CRM, la problématique que l'ensemble des directions commerciaux ont, c'est que les gens ne mettent pas les infos dedans. Shit in, shit out, très connu, d'accord, c'est la même chose dans une base de données pour les candidats. Donc ça doit être pris en main. Ça doit être pris en main et pas juste des mots-clés avec un contrôle F, Java, développeur, etc. Parce que Java, développeur, si on prend l'exemple que tu viens de citer, il se peut que j'ai été développeur Java il y a 15 ans, pendant 15 ans, et qu'aujourd'hui je suis devenu project manager. Je ne veux pas recevoir des postes de développeur Java. J'ai changé. Voilà, donc ça, le système doit le reconnaître. Donc, et c'est ce que les systèmes aujourd'hui commencent à faire. C'est faire de recherche contextualisée. Ok. Tu expliquais que beaucoup d'entreprises, tu étais étonné à quel point encore peu d'entreprises étaient vraiment digitalisées. Il y a une différence entre les énormes structures et les PME, petites PME, mais les grandes PME aussi. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, et donc c'est pour cela que nous nous focalisons sur ces boîtes qui vont jusqu'à une taille de 5 à 10 000 personnes. Donc qui peut être considéré comme une grande structure, mais à l'échelle mondiale. Donc voilà, je parle de ces sociétés-là. Généralement, entre 50 et 1000, il y a énormément de sociétés qui ne sont pas encore digitalisées à 100%. Il y en a qui ne sont pas du tout digitalisées. Digitalisées, si on considère l'inbox et Excel comme une digitalisation, alors tout le monde est digitalisé. Mais si on parle d'outils qui nous permettent de gagner du temps, qui nous permettent de donner une meilleure expérience à nos interlocuteurs, ça, il y en a énormément qui ne l'ont pas encore. Et du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à ces boîtes qui ont envie de se lancer, mais qui savent peut-être pas forcément par où commencer, quel outil, quels sont les conseils pour commencer une digitalisation au sein de l'entreprise? La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un as-is, c'est de comprendre comment on fonctionne aujourd'hui, comment on aimerait fonctionner demain, et quels sont les outils qui nous permettent et qui facilitent ce processus. Donc ça, c'est la digitalisation d'abord. On commence avec digitaliser le processus que nous avons. Une fois qu'on a digitalisé le processus, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier que dans chaque projet, il y a une partie qui est une partie de change, de changement. Donc cette partie de change management, elle doit être prise en compte. Une fois que nous avons mis cela, alors à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape où on rentre et on commence à fonctionner avec l'intelligence artificielle qui va, elle, avoir un impact et qui va commencer à
accélérer plus, mais ne pas juste digitaliser, mais aussi entreprendre des actions qui sont à forte valeur ajoutée pour ses utilisateurs. Donc ça, c'est le conseil que je ferai d'abord, et pas directement de se ruer vers un outil. Apprendre du passé, ça veut dire que avoir 50 outils pour travailler, par exemple, dans le milieu du recrutement ou dans le milieu commercial, etc. Ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, énormément d'outils permettent, dans plusieurs domaines, permettent de pouvoir travailler sur un seul et unique outil qui va pouvoir nous aider sur l'ensemble de notre processus. Quelle va être la place de la formation au sein de ces entreprises? Parce que c'est bien, on veut digitaliser, on veut mettre des nouveaux outils en place. Mais après, comme tu dis, dans le change, il y a l'accompagnement de toutes ces personnes. Oui, donc d'ailleurs, quand on parle d'implémentation, très vite, donc quand on fait un go live, alors très vite, il y a la formation qui suit. La formation sur comment on utilise, la formation sur comment j'améliore mes recrutements, comment j'attire les meilleurs candidats, comment je me différencie sur le marché. Tout ça, donc la formation et le continuous learning est quelque chose qui est aujourd'hui ultra important. Okay. Et crucial dans la différenciation ou comment chaque société peut se différencier. Ce qui a un impact sur le bottom line, donc là, quand on parle au CEO, l'impact sur le bottom line, donc sur le coût et bien évidemment sur les revenus. Ok, pour revenir à nos petits recruteurs, quelles seraient les formations que tu recommanderais en vue de cette évolution du métier? Je pense, de un, la formation, donc je vois énormément de personnes, aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui donnent des formations sur tous les outils sur l'intelligence artificielle. Je pense que si on est dans un milieu de recrutement, et il y en a de plus en plus, des gens, donc des anciens recruteurs ou des recruteurs qui donnent ces formations, parce que ces recruteurs, ils connaissent le métier, et donc quand ils sont en train de donner des formations, ben, ils arrivent avec des use cases bien concrets, et de ne pas juste suivre une formation ChatGPT générique, générale. Il n'y a pas que ChatGPT, quels sont les outils, chacun des outils, en quoi il peut m'aider. Donc je pense que ça, c'est une partie de la formation qui est importante et qui est à suivre chez des gens qui la donnent, qui ont cette connaissance recruteur et de recrutement. Il y a aussi toute la partie, bien évidemment, quand on parle de la formation. Donc on parle outils, puis on parle process, donc une formation de comment j'analyse mes process, comment j'améliore mes process. Et puis la dernière partie qui est la partie intelligence émotionnelle, connexion avec les gens, comment je communique, comment je convainc, comment j'articule mes points de vue, comment j'articule qui nous sommes. Ça, c'est des choses qui deviennent importantes et donc c'est la partie marketing en fait. Est-ce que le profil soft skills du recruteur en 2010 est différent du profil en soft skills en 2030 ? Pour le recruteur ? Oui. Est-ce que toi, demain, par exemple, chez Genti, on recrute des consultants en recrutement? Est-ce qu'on va recruter le même profil qu'on recrutait en 2011? Non. Pourquoi pas? Le profil qu'on recrute, ce sera plutôt, donc c'est l'histoire qui se répète, ce sera des recruteurs qui sont un peu plus comme les recruteurs de début de l'année 2000. Okay. Ceux qui n'avaient pas les réseaux sociaux, etc. Donc, les mercenaires du réseautage. Voilà, exactement. C'est des gens qui n'ont pas peur d'aller à la rencontre des gens, qui n'ont pas peur et qui aiment ça aussi. Et qui surtout qui adorent ça. Les recruteurs qui sont beaucoup plus à l'extérieur, qui vont à l'encontre des candidats, qui vont aller aux universités, qui vont aller aux différents endroits où ils peuvent prêcher la parole de la société qu'ils représentent, qui savent convaincre leurs collègues au sein de la société pour aussi parler, donc l'employee advocacy, donc avoir un impact, donc influencer les autres autour d'eux, ce qu'on définissait comme des vrais commerciaux. Et donc, je pense que là, maintenant, on a une image assez claire. Quels sont les conseils que tu donnerais à tous nos amis recruteurs, consultants en recrutement, aujourd'hui, à l'instant T? Quel est le message que tu voudrais leur transmettre? Le message, c'est d'analyser ce que je suis en train de faire en tant que recruteur. Quelle est ma valeur ajoutée, que je considère être ma valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée qui est perçue par le client? Quelles sont les différentes actions que j'entreprends qui peuvent être
automatisés, qui peuvent être faits ou même mieux faits par les outils. J'enlève cette partie-là et je regarde ce qui me reste comme valeur ajoutée. Et soit ce qui me reste comme valeur ajoutée, c'est les choses dont on a parlé, soit je dois aller me former et m'améliorer là-dedans. Merci Farid. Puisque nous enregistrons cet épisode en début d'année, que puis-je te souhaiter pour cette année ? La santé. La santé ? C'est marrant, ce sera le message du jour. Eh bien, je te souhaite une excellente santé pour cette année. Curiosité, agilité, intelligence émotionnelle, tout en étant tech savvy. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiendrai du recruteur de demain. Merci beaucoup, Farid, pour ce moment. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, quand tu veux. Et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.